L'eau, la terre, le feu, l'air. Depuis très longtemps, ces quatre peuples maîtrisant chacun un élément vivent en harmonie. Mais un jour, la nation du feu a décidé de briser cet équilibre en passant à l'attaque. Alors pour ramener la paix dans le monde, un être exceptionnel est né, un maître des quatre éléments, l'Avatar. Pour comprendre comment il a pu apparaître et détenir un tel pouvoir, il faut remonter très loin dans le passé, au commencement même de l'univers. À cette époque, deux esprits gouvernent le monde, Rava, l'esprit de la lumière et de la paix, et Vatou, celui des ténèbres et du chaos. Tous les 10 000 ans, lors d'un événement qu'on appelle la convergence harmonique, l'énergie spirituelle de la planète atteint son apogée, et les deux entités entrent alors dans un terrible combat pour décider de son destin. C'est durant l'un de ces affrontements que Vatou brisa la frontière entre le monde des esprits et celui des mortels. Les spectres envahirent alors le monde physique, forçant les humains à chercher refuge sur le dos des tortulions, des créatures gigantesques capables de transmettre le pouvoir de maîtriser un élément. Après des millénaires de paix, un jeune homme du nom de Wan vola le pouvoir du feu à sa tortulion pour aider les plus pauvres. Capturé, il fut ensuite banni de son royaume. C'est pendant cet exil qu'il tomba par hasard sur un combat entre Rava et Vatou. Mais en voulant intervenir, il libère involontairement l'entité des ténèbres, plongeant le monde dans le chaos. Cherchant à réparer son erreur, Wan s'est allié à l'esprit de la paix et ensemble, ils ont parcouru le monde pour maîtriser les quatre éléments. Lorsqu'une nouvelle convergence arriva, Rava fusionna avec lui pour vaincre Vatou. C'est ainsi que le premier avatar est né. Un être mi-humain, mi-esprit, chargé de maintenir l'équilibre entre les deux mondes. Avant de mourir, Wan reçut la promesse que l'esprit de Rava renaîtrait à travers les âges chez des personnes, perpétuant le cycle de l'avatar. Les siècles passèrent, l'humanité quitta les tortulions et se divisa en 4 nations. La nation du feu suivant l'enseignement des dragons, la tribu de l'eau guidée par la lune et les marées, les nomades de l'air inspirés par les bisons volants, et enfin le royaume de la terre qui a pris sa maîtrise grâce aux taupes. Des millénaires plus tard, la nation du feu entre dans une ère de prospérité. C'est à cette époque que l'avatar Roku voit le jour au sein même de ce peuple et devient ami avec le prince Sozin. Mais malheureusement, une fois devenu seigneur du feu, ce dernier a une soudaine envie de gouverner le monde. Évidemment, Roku s'y oppose, alors Ozin décide de trahir son ami en le piégeant sur un volcan en éruption, le condamnant à mort. Avec la disparition de l'avatar, plus rien ne pouvait arrêter Sozin. Il transforma alors la nation du feu en une machine militaire et déclencha une guerre mondiale pour imposer sa domination. Son fils Azulon poursuivit son œuvre, puis se fit au tour de son petit-fils Ozai. Et la suite, vous la connaissez. Notre histoire commence ici, après tous ces événements. On fait alors la rencontre d'un jeune garçon du nom de Aang. Né parmi les nomades de l'air, il montre très tôt un talent exceptionnel pour la maîtrise de son élément. Un jour, les moines lui font passer le test des jouets spirituels, une ancienne tradition pour identifier l'élu. Aang choisit instinctivement les mêmes jouets que ses prédécesseurs, confirmant ainsi qu'il est bien l'avatar. Normalement, cette révélation se fait à 16 ans, mais à cause de la menace grandissante de la nation du feu, les moines décident de tout lui annoncer plus tôt. Aang est accablé par cette responsabilité et ne trouve de réconfort qu'auprès de son maître Gyatso, sa seule figure paternelle. Mais les autres moines décident de l'envoyer dans un temple pour se concentrer sur son entraînement. Terrifié à l'idée de perdre Gyatso, Aang s'enfuit sur le dos de son bison volant, Appa. Et pris dans une terrible tempête, il déclenche par instinct l'état d'avatar. Grâce à ses pouvoirs, il crée une bulle d'air et de glace autour de lui pour se protéger. Mais il se retrouve coincé et s'endort, disparaissant alors pour de très nombreuses années, au moment où le monde avait besoin de lui. Ce n'est que 100 ans plus tard que deux adolescents de la tribu de l'eau du Sud, Katara et Sokka, découvrent lors d'une partie de chasse un iceberg contenant un mystérieux garçon et son bison volant. Cet enfant, c'est évidemment Aang, l'avatar disparu depuis un siècle. Katara est une maître de l'eau, et Sokka, c'est juste le frère de Katara. Ce n'est pourtant pas moi qui me prends pour un super athlète chaque fois que j'aperçois mon reflet dans l'eau. Allez, je veux bien lui accorder que c'est aussi un mec drôle. Aang comprend alors qu'il est le tout dernier maître de l'air pour une triste raison. Pendant son absence, la nation du feu a exterminé les nomades parce qu'il craignait la réapparition de l'avatar. Bouleversé, notre jeune garçon comprend alors que le sort du monde repose désormais sur lui. Surtout qu'en parallèle, on découvre Zuko, un prince banni de la nation du feu après avoir perdu un combat contre son propre père suite à une dispute. Il porte désormais en cicatrice la brûlure qu'il lui a infligée. Depuis ce jour, il erre accompagné de son oncle Hiro, un homme très sage qui ne soutient plus les valeurs du seigneur et qui veille maintenant sur Zuko. Cependant, le prince cherche toujours à prouver sa valeur à son père et à retourner vivre dans la nation du feu. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, capturer l'avatar. Autant vous dire qu'il ne va pas lâcher notre héros. Aang, Katara et Sokka se lancent alors dans un long voyage à travers le monde pour permettre à l'avatar de pleinement maîtriser les 4 éléments. La première étape de ce périple, c'est la tribu de l'eau du Nord, où Aang espère trouver un maître de cet élément. Alors notre petite équipe de fortune se met en route. En chemin, il passe par un temple de l'air austral où Aang fait la rencontre de Momo, le dernier lémur ailé de son espèce qui va l'accompagner tout au long de l'aventure. Il croise ensuite un village du royaume de la terre attaqué par un monstre du monde des esprits. Aang parvient à le calmer en se rendant dans l'univers spirituel, mais là-bas, il fait aussi la rencontre du dernier avatar, Roku, qui l'invite à se rendre dans son temple. C'est là que le garçon apprend que dans un an, la nation du feu recevra une comète qui renforcera énormément leur puissance. Notre jeune avatar comprend alors que s'il ne maîtrise pas les 4 éléments dans le temps imparti, l'issue de cette guerre risque d'être dramatique. Pour ne rien arranger, c'est ce moment que choisissent Zuko, son oncle Iroh et des maîtres du feu pour essayer de capturer notre avatar. Pour empêcher que ça n'arrive, Roku prend possession de notre protagoniste et fait un carnage. Tu es prêt?
Je suis prêt. Après cet affrontement, nos trois amis reprennent leur chemin vers le pays du Nord. Aang en profite pour commencer à s'entraîner avec Katara, qui, bien que débutante, lui enseigne tout ce qu'elle sait sur la maîtrise de l'eau. Mais là encore, le calme n'est que de courte durée, car Zhang Zhang, un maître ayant déserté la Nation du Feu, se trouve sur leur route. Et bon, disons-le, il est un peu chelou. C'est ça le destin. Tu n'es pas encore prêt. Tu es trop faible. Sauf que, contre toute attente, il est plutôt sympa. Il accepte même d'enseigner à Aang la maîtrise du feu, et disons qu'il apprend un peu trop vite. Elle a découvert qu'elle a un pouvoir de guérison, donc finalement, c'est pas si mal. L'équipe reprend sa route et arrive enfin à la tribu de l'eau du Nord, où Aang et Katara espèrent s'entraîner auprès du maître Pakku. Le problème, c'est que ce vieux crouton refuse d'enseigner quoi que ce soit à la fille du groupe, car selon lui, les femmes ne doivent pas apprendre à se battre. Toi, t'as de la chance que Twitter n'existait pas encore. Bref, de toute façon, tout change lorsqu'il reconnaît le pendentif de Katara, celui de sa grand-mère, qui s'avère être l'ancienne fiancée de Pakku. Un peu gênant, mais du coup, il accepte finalement de les entraîner. Pendant ce temps, Sokka lui fait la rencontre de Yue, la princesse de la tribu, avec qui il se lie d'abord d'amitié, puis un peu plus que ça. Alors là, je suis totalement dérouté. Le gros problème, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir profiter longtemps, car l'amiral Zhao, un homme à la tête d'une immense flotte de la Nation du Feu, apprend que l'Avatar est là. Il lance alors une attaque massive sur la cité pour l'empêcher d'apprendre la maîtrise de l'eau. Les guerriers se mobilisent et se préparent pour défendre la tribu. Et la bataille éclate. Les troupes du feu envahissent les lieux, semant le chaos au passage. De son côté, grâce à un rituel, Aang entre dans le monde spirituel pour demander de l'aide aux esprits de la lune et de l'océan, les protecteurs de la cité. Mais pendant le voyage spirituel du garçon, Zhao commet l'irréparable. Il tue l'incarnation de la lune, privant ainsi les maîtres de l'eau de leur pouvoir. Tout semble perdu. Jusqu'à que Aang passe en état d'avatar et fusionne avec l'esprit de l'océan. Ensemble, ils déchaînent des tsunamis monumentaux et balayent l'armée ennemie. Mais toutes les victoires ont un prix. Yue révèle qu'elle est liée à l'esprit de la cité. Pour rétablir l'équilibre, elle se sacrifie et devient la nouvelle incarnation de la lune, protégeant à jamais sa tribu. Le pauvre Sokka, tout juste tombé amoureux, voit sa petite amie disparaître. Au revoir, Sokka. Je serai toujours avec toi. De son côté, Zhao a quand même eu ce qu'il méritait. Il se fait emporter par l'esprit de l'océan, condamné à errer éternellement dans le brouillard des âmes perdues. C'est un peu l'équivalent de l'enfer, mais dans le monde spirituel. Après cette bataille, nos trois amis reprennent leur voyage vers le royaume de la Terre. Ils espèrent retrouver Bumi, un vieil ami de Aang maîtrisant cet élément, et qui se trouve être le roi de la grande cité d'Omashu. Mais ça ne sera évidemment pas simple, car au palais de la Nation du Feu, le seigneur Ozai apprend l'échec de son fils à capturer l'Avatar, et charge sa fille Azula d'éliminer son frère et son oncle, maintenant considérés comme des traîtres. Zuko et Hiro sont alors traqués par la princesse, et manquent rapidement de se faire capturer par cette dernière en tombant dans l'un de ses pièges. Ouais, ces deux-là ne vont clairement pas avoir la vie facile avec elle. Ils sont maintenant des fugitifs, contraints de vivre cachés, loin de leur nation. De leur côté, Aang et ses amis, qui sont pour une fois un peu tranquilles, assistent à un tournoi clandestin de maîtrise de la Terre, où ils rencontrent Toph Beifong, une jeune fille aveugle, mais qui contrôle aussi extrêmement bien son élément. Mais la fillette refuse de rejoindre le groupe, car ses parents la surprotègent et la croient trop fragile. Je pense qu'ils ont pas vu les parpaings qu'elle fout au gars dans l'arène. Mais après réflexion, Toph est finalement attiré par la liberté que le voyage avec nos trois amis pourrait lui offrir et accepte de rejoindre l'équipe. Aang commence donc son entraînement à la maîtrise de la Terre avec elle, mais c'est loin d'être facile. Si contrôler l'air demande de la souplesse et de la légèreté, pour la Terre, il faut force et stabilité. En gros, tout l'inverse de ce qu'il sait faire. Et ce n'est pas le seul à apprendre de nouvelles techniques, car pendant ce temps, Zuko, obsédé par la puissance, tente d'apprivoiser la foudre, une forme avancée de la maîtrise du feu. Mais sa colère et son manque de paix intérieure l'en empêchent. Plus il échoue, plus il se rend compte à quel point son père et sa sœur sont loin devant lui. Il commence à douter au moment où sa route va bientôt recroiser celle de l'Avatar, car l'équipe de Aang a continué d'avancer. Elle se rend à une bibliothèque cachée dans le désert en quête de conseils pour la guerre. Et pourquoi il y a un putain de hibou trop chelou? Enfin bon, ils y découvrent une information cruciale. Une éclipse solaire à venir rendra temporairement les maîtres du feu totalement impuissants, ce qui permettrait peut-être de mettre fin à la guerre. Sauf que pendant leur recherche, des bandits des sables attaquent et capturent Appa. Après une longue marche, Aang retrouve les bandits et découvre que son compagnon a été vendu à un marchand de Ba Sing Se, la capitale du royaume de la Terre. Et entre nous les mecs, vous auriez pas dû toucher à son bison d'amour. Aang ne rentre pas souvent en état d'avatar, mais là, il est incontrôlable.
Katara parvient finalement à le calmer et le groupe se met donc en route pour la cité, à la fois pour retrouver Appa ainsi que pour prévenir le roi de l'éclipse solaire. Mais une fois sur place, on leur fait part d'une règle étrange. Il est interdit de parler de la guerre, car notre économie s'effondrerait, notre paisible façon de vivre, nos traditions disparaîtraient. Il n'y a pas de guerre à Ba Sing Se. D'accord, mais les gars, y a pas genre une guerre mondiale en ce moment? Vous pensez quoi? Qu'elle va s'arrêter à votre frontière? On apprend en fait que cette règle vient des Daily, une police secrète qui contrôle les citoyens et corrompt le roi. Et devinez qui est en cavale dans la même ville que nos protagonistes? Zuko et Iroh. Je vous avais bien dit qu'ils allaient vite revoir nos héros. Très vite, le jeune prince tombe par hasard sur Appa en captivité, et sur le coup, il hésite. S'il s'en sert pour capturer l'avatar, il peut tenter de regagner son honneur. Mais sur les conseils de son oncle, Zuko décide finalement de libérer le bison, prouvant qu'il n'est plus le petit garçon prétentieux qu'il était. De leur côté, Aang et ses amis affrontent les Daily dans une bataille épique. Qui se conclut évidemment par la victoire des héros. Appa est libre, le roi est enfin informé de la vérité, et il accepte de préparer une invasion de la Nation du Feu au moment de l'éclipse solaire. Enfin de bonnes nouvelles. D'ailleurs, petite question, est-ce que comme Aang, ça vous arrive aussi de vous endormir pendant 100 ans dans un bloc de glace alors que tout le monde a besoin de vous? Trop relou quand ça arrive. T'as pas trouvé une meilleure transition pour la sponsor, c'est ça? Ouais, après peut-être que ça n'arrive à personne de dormir autant de temps, et qu'on n'a pas à sauver le monde, mais ça nous est tous déjà arrivé d'être giga crevés alors qu'on a une grosse journée qui nous attend. Et dans ces cas-là, le meilleur allié, c'est Oli. Étant moi-même un ancien accro au café, je pouvais m'enquiller une quinzaine de tasses dans une journée, et bah ça m'a vraiment aidé. Parce que chez Oli, ils font des boissons énergisantes sans sucre ajouté et taurine, ce qui est pas mal quand on sait à quel point les produits de ce genre en sont bourrés d'habitude. À la place, ceux de Oli contiennent des vitamines et de la New-Caf, qui apportent un boost tout en évitant le crash d'énergie bien relou à la fin de la journée. Et j'ai d'ailleurs vraiment kiffé leur goût pomme. Mais chez Oli, il y a aussi plein d'autres gammes, comme les Iced Tea, qui sont honnêtement vraiment bons. Mais perso, je préfère la gamme énergie, et cela c'est ma copine qui me les pique. Sinon, il y a aussi la gamme hydration, qui permet notamment une meilleure récupération après le sport. C'est généralement celle que je bois le moins vite, parce que même si c'est pas mauvais, il y a un petit goût un peu spécial. Et parce que je suis pas un grand sportif, ça joue. Plus récemment, Oli a même sorti des milkshakes, et j'avoue que j'étais très sceptique, mais c'est carrément bon. Par contre, je dois avouer que c'est pas simple d'utilisation. Faut limite être un avatar et maîtriser les 4 éléments. Déjà l'eau parce qu'il faut remplir votre shaker, puis l'air qui va porter votre poudre Oli jusqu'à votre flotte, et là il faut maîtriser le feu pour brûler des calories en remuant le tout pendant au moins 5 secondes. C'est chaud. Bref, c'est pas donné à tout le monde, mais ceux qui y arriveront pourront débloquer le 4ème élément, la terre. Car en plus, Oli c'est écolo. Un pot c'est 50 canettes en moins dans la nature. On est d'accord qu'en fait c'est super simple à utiliser, et si je dis pas de bêtises, ça revient en plus à 80 centimes la portion. Ouais, mais à vous de dire qu'on maîtrise les 4 éléments, c'est quand même plus stylé. Puis je sais pas, je trouve que ça colle bien avec leur DH giga coloré. Si vous voulez tester Oli, il y a le pack découverte, dans lequel vous retrouverez un checker et de quoi goûter leurs différentes gammes. En plus, en ce moment, si vous passez votre première commande chez Oli, le pack découverte est à 49,99€. Et avec le code TURTOON5, vous profitez de 5€ de réduction sur votre première commande. Puis avec le code TURTOON, vous avez 10% sur les suivantes. À noter qu'Oli, c'est une alternative au soda, mais ça ne remplace pas l'eau. Donc c'est à consommer avec modération et en prenant en compte les limites journalières de caféine pour leur gamme énergie. Bref, on repasse à la vidéo. De son côté, Aang part pour le temple de l'air austral où il rencontre Patik, un vieux maître spirituel capable de l'aider à maîtriser l'état d'avatar. Le gourou lui apprend à ouvrir ses chakras pour libérer ses émotions et atteindre la paix intérieure. Mais arrivé au dernier chakra, Aang découvre qu'il va devoir renoncer à tous ses attachements, y compris à ses sentiments pour Katara. Parce que oui, il la kiffe bien. Laisse tous ces attachements s'en aller. Oublie-les. Pourquoi je devrais oublier Katara? Résultat, Tête de Flèche abandonne son entraînement. Et pour continuer de plomber l'ambiance, c'est le moment que choisissent Azula et ses alliés pour infiltrer Ba Sing Se afin de capturer Katara et Zuko. Aang et Iroh joignent alors leurs forces pour tenter de les sauver, mais tout ne se passe pas comme prévu. Leur alliance s'arrête net quand le prince choisit de trahir toutes ses valeurs et de s'allier à sa sœur. Je l'ai pris personnellement ça, Zuko. Notre protagoniste entre alors en avatar pour se battre, mais Azula lui lance un éclair au pire timing. Parce que, ouais, je vous ai pas tout dit. S'il se fait tuer pendant l'état d'avatar, l'esprit de ce dernier disparaîtra, mettant fin à la lignée des réincarnations. Heureusement, Katara parvient à le sauver in extremis grâce à ses pouvoirs de guérison, mais le mal est fait. Aang ne pourra plus entrer en état d'avatar et Ba Sing Se tombe entre les mains de la Nation du Feu. Ce n'est qu'après plusieurs jours d'inconscience que le jeune garçon ouvre enfin les yeux. Il réalise qu'il est vivant, entouré de ses amis, à bord d'un bateau volé à la Nation ennemie. L'équipe adopte alors une nouvelle stratégie, se faire passer pour des citoyens de la Nation du Feu afin de passer inaperçus et trouver un moyen d'améliorer la maîtrise du
feu de Aang. De son côté, Zuko a retrouvé son statut de prince et le pardon de son père. Mais il doute. Il suspecte secrètement que Aang est toujours en vie et engage un assassin pour s'en assurer. Heureusement, pour le moment, il n'est sûr de rien. Finalement, le temps passe et après quelques aventures, vient enfin le moment tant attendu du jour de l'éclipse solaire. Tous les maîtres du feu perdent leur pouvoir pendant quelques minutes. Et de nombreux alliés se réunissent avec l'équipe de l'Avatar pour envahir la nation. Grâce à leurs efforts combinés, ils parviennent à infiltrer la capitale. Sauf que Azula avait tout prévu. En corrompant le roi de la Terre pour qu'il lui donne des informations, elle avait déjà orchestré l'évacuation. Évidemment, le temps que nos héros comprennent, l'éclipse est terminée, rendant leur pouvoir à tous les maîtres du feu et faisant ainsi échouer l'invasion. Et c'est loin d'être le seul coup de tonnerre, car de son côté, Zuko apprend par son père qu'il est du même sang que l'Avatar Roku, mais aussi que quand il était bébé, son grand-père qui était alors roi a essayé de le tuer. C'est sa mère qui l'a sauvé, mais pour y arriver, elle a malheureusement dû y laisser sa vie. Zuko est en colère d'apprendre tout ça seulement maintenant. Une dispute éclate alors entre les deux personnages et notre prince commence à remettre en question toute sa vie. Il ne veut plus servir un père cruel qui l'a maltraité sans relâche durant son enfance. Il décide alors de ne plus écouter ce que son paternel lui dit, et alors qu'il était autrefois son ennemi, il choisit de rejoindre la cause de l'Avatar. Donc oui, il rejoint Aang et les autres pour essayer de se racheter. Bon, évidemment il se fait recaler parce que le frérot essaye quand même de les tuer depuis le début de la série, mais l'équipe finit par lui donner une seconde chance après qu'il ait risqué sa vie pour les sauver de l'assassin qu'il avait lui-même engagé. Sauf que Zuko a un problème. Maintenant qu'il a eu sa rédemption et que cette colère qui brûlait en lui s'est calmée, il n'arrive plus à maîtriser son pouvoir qui était alimenté par sa rage. Et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu apprendre la maîtrise du feu à notre Avatar. C'est alors que Toph propose une idée de génie, que Aang et le prince apprennent la maîtrise de cet élément auprès des maîtres originels. Ils partent donc dans les ruines des guerriers soleil et après avoir été jugés dignes, ils commencent enfin à apprendre avec les créatures légendaires. L'entraînement passe et Zuko et Aang sont clairement à leur prime. Mais pas le temps de se réjouir, parce que je vous rappelle que Ozai va bientôt pouvoir utiliser la fameuse comète. Il compte justement commencer en éradiquant le royaume de la Terre. Ouais, celui du gars qui a justement accepté de trahir tout le monde en lui donnant des infos. En voyant ce moment fatidique se rapprocher, notre protagoniste est alors rongé par le stress. Il sait qu'il doit tuer le Seigneur du Feu. Mais déjà, on est dans un dessin animé pour enfants, donc c'est un peu chaud. Et surtout, ça va à l'encontre de tous ses enseignements. C'est alors qu'il reçoit un message. Dans son sommeil, il est transporté dans le monde spirituel et rencontre une tortue lion, la fameuse créature légendaire. Elle décide de lui apprendre une technique oubliée, la maîtrise de l'énergie. Un pouvoir si pur qu'il permet de supprimer définitivement la maîtrise d'un élément à quelqu'un. Tu parles d'un pouvoir abusé. En plus, Aang ne va pas combattre seul, car pendant que la tension monte entre les royaumes, on découvre l'existence d'une société secrète, l'Ordre du Lotus Blanc, une organisation dédiée à la paix et à la transmission du savoir, composée notamment de Hiro le Goat, Pakku ou encore Zhang Zhang, le maître chelou du début là. Le Lotus Blanc rassemble alors ses forces pour libérer Ba Sing Se, et la bande de l'Avatar s'empresse d'en profiter pour eux aussi attaquer la Nation du Feu. Sokka et Toph partent détourner les dirigeables ennemis, tandis que Zuko et Katara affrontent Azula. Cette dernière est d'ailleurs devenue un peu tarée. Elle pense que tout le monde l'a trahi, et comme vous pouvez le voir, on est sur un sacré glowdown. Revenons sur le combat qui est franchement incroyable. Le jeune prince affronte d'abord sa sœur en duel, puis se sacrifie en voulant sauver Katara. Celui qui était autrefois un ennemi rongé par la colère vient de faire un des gestes les plus purs qui soient. Forcément, la maître de l'eau passe en mode vénère. Je vous fais pas de dessin. Elle détruit Azula en 2 minutes chrono et parvient même à soigner Zuko au dernier moment grâce à ses pouvoirs de guérison complètement cheatés. Je te remercie, Katara. S'il y en a un qui doit remercier l'autre, c'est moi. De leur côté, le Lotus Blanc libère Ba Sing Se comme prévu, pendant que Sokka et Toph sauvent le royaume de la Terre. Mais il reste le plus important, le combat final entre l'Avatar et le Seigneur du Feu. Bon, déjà, le Maître du Feu est complètement boosté par la comète. Je dis pas qu'il triche, mais si, un peu quand même. À cause de ça, Aang est complètement dominé et arrive à peine à esquiver ses attaques dévastatrices. Mais Ozai a fait une erreur. Il pousse notre protagoniste contre un rocher pile à l'endroit où Azula l'avait blessé. Ce choc débloque un point énergétique dans son corps, lui donnant de nouveau accès à l'état d'Avatar. Et à partir de là, le combat s'inverse. On est passé d'un Aang en galère à tout simplement une humiliation sur la place publique. Ozai se fait oblitérer en quelques attaques, et notre chauve préféré applique sa nouvelle technique pour priver le Seigneur du Feu de sa raison de vivre, ses pouvoirs.
La guerre est finalement terminée. L'Avatar a réussi, il fait revenir la paix dans le monde. Ozai et Azula sont emprisonnés. Zuko devient le nouveau seigneur du feu, et Aang et Katara laissent enfin parler leurs sentiments et se mettent en couple. Bref, tout va enfin pour le mieux. Mais vous savez, le cycle de l'Avatar est éternel. Chaque réincarnation écrit sa propre histoire, et chaque histoire entraîne ses propres aventures. Après tous ces événements, beaucoup de temps s'est écoulé. Notre Avatar et Zuko ont fondé la Cité de la République, une ville de paix dirigée par un conseil composé d'un représentant de chaque nation. Cet idiot de Sokka en fait d'ailleurs partie, et Toph, quant à elle, a créé une nouvelle maîtrise, celle du métal, et devient d'ailleurs chef de la police. Niveau descendance, ça se complique. Toph a rencontré un homme du nom de Kanto et a eu 2 enfants, Lin et Suyin. Zuko, lui, a eu un enfant, Izumi, dont on ne connaît pas la mère, et Aang et Katara ont eu 3 enfants, Tenzin, Kiya et Bumi. Mais tout n'est que cycle, et même l'Avatar finit un jour par mourir. Après la mort de Aang, c'est dans la tribu de l'eau du Sud que naît notre nouvel Avatar, Korra. La jeune fille s'entraîne à la maîtrise des éléments depuis son enfance. Il lui manque uniquement celle de l'air. Ce qui fait sourire quand on sait que c'est justement la seule que contrôlait son prédécesseur au début de l'œuvre. La seule personne capable de lui enseigner est Tenzin, le fils de Aang, qui siège au Conseil de la République et qui n'a donc pas trop de temps à lui accorder. D'ailleurs, il ne cesse de lui répéter qu'elle doit patienter avant de pouvoir commencer son entraînement. Sauf que Korra est têtue et décide quand même de se rendre à la cité. C'est là qu'on comprend que la civilisation est bien plus évoluée qu'à l'époque de Aang 70 ans plus tôt. Ils ont des voitures, des avions, des gratte-ciel, etc. Bref, toujours à la recherche de Tenzin, Korra tombe sur un groupe de révolutionnaires nommés les égalitaristes. Ils vouent une haine infinie aux maîtres des éléments, estimant que ceux qui ne possèdent aucun pouvoir subissent de la discrimination, les empêchant d'atteindre des postes importants. À la tête de ce groupe se trouve Amon, un individu qui possède le mystérieux pouvoir de supprimer leur maîtrise aux gens. Très vite, une faction des égalitaristes prennent Korra en chasse, mais elle les neutralise plutôt facilement. Puis la police débarque et l'arrête elle aussi pour destruction de biens publics. L'interrogatoire de notre Avatar est mené par la chef des flics, Lin Beifong. Oui, la fille de Toph. Heureusement, Korra n'est finalement pas incriminée, car Tenzin apprend pour sa détention et la sort de là. Elle parvient alors à le convaincre de lui enseigner la maîtrise de l'air, ici même, à la Cité de la République. Korra commence alors son entraînement au temple où réside son nouveau professeur, mais on comprend très vite qu'elle a beaucoup de mal à suivre ses enseignements. La personnalité de notre protagoniste est trop brusque et terre à terre, tandis que la maîtrise de l'air requiert une grande légèreté spirituelle. Encore une fois, c'est littéralement la situation inverse que Aang avait rencontrée. Elle passe alors de longues journées à essayer de comprendre l'essence de ce pouvoir. Mais elle fait également la découverte de quelque chose qui petit à petit la distrait de son objectif, la légendaire arène de la Ligue des Maîtres. Qu'est-ce que c'est? Un tournoi où les maîtres des éléments s'affrontent dans une arène circulaire, et leur but est de pousser les adversaires hors de la plateforme grâce à leur technique. Korra devient très vite fan et s'y rend alors en secret. Là-bas, elle rencontre les 2 frères Mako et Bolin qui font partie de l'équipe des Furets de Feu. Mais suite à leur première victoire, ils ont un problème. Leur 3e coéquipier manque à l'appel. Personne ne sait où il est passé. Alors, sans suspense, Korra la remplace et participe au tournoi aux côtés des 2 frères. Mais elle n'est autorisée à utiliser qu'un seul élément. Alors elle choisit celui qu'elle maîtrise le mieux, l'eau. Le combat se passe mal pour notre équipe. Mais cet affrontement permet petit à petit à notre protagoniste d'enfin débloquer une technique que Tenzin essayait de lui enseigner depuis des jours. Ressentir l'air. Grâce à ça, elle esquive tous les coups adverses et remporte le match. Son instructeur Tenzin apprend pour ses progrès et au lieu de l'engueuler, il l'autorise à concourir officiellement avec les Furets de Feu. Le souci, c'est que les frères n'ont pas l'argent pour s'inscrire au prochain combat. Et Bolin, un peu naïf, se fait entraîner dans un projet des égalitaristes contre une grosse somme. Mako et Korra partent alors à sa recherche et apprennent que le chef Amon tient un meeting le soir même. Et ils sont persuadés de trouver leur ami là-bas. Et ça ne loupe pas. Bon, déjà, cet antagoniste a la vibe d'un dictateur, mais surtout, il veut démontrer à ses adeptes sa fameuse capacité à supprimer les pouvoirs de quelqu'un. C'était ça le fameux projet. Bolin et d'autres maîtres sont donc là pour servir d'exemple. Évidemment, l'Avatar ne laisse pas faire et interrompt l'assemblée. Avec l'aide de Mako, elle parvient à sauver les maîtres après un combat acharné et fonce prévenir le conseil. En apprenant tout ça, les dirigeants se réunissent et le représentant de l'eau Tarlok décide de se charger d'Amon en créant une force spéciale dont fera partie notre Avatar. De son côté, entre 2 entraînements avec les Furets de Feu, Mako rencontre la jeune Asami, qui se trouve être la fille de l'industriel le plus reconnu du pays. Le feeling passe très bien entre eux, alors après quelques rencarts, ils se mettent en couple. Ça a l'air si simple dans les séries. Rapidement, notre jeune garçon finit par faire la rencontre du père de sa nouvelle copine, Hiroshi. Et là encore, ça se passe super bien, tellement que le daron décide de soutenir les Furets de Feu en devenant leur sponsor. Grâce à lui, ils ont enfin l'argent qui leur manquait. Bon, par contre, je vous ai dit que tout allait bien et que les relations amoureuses étaient plutôt simples dans cette série, mais j'ai un peu menti. Parce qu'en réalité, Bolin est complètement amoureux de Korra. Korra, elle, est intéressée par Mako. Et Mako, comme je vous l'ai dit, il sort avec Asami. Ouais, c'est un triangle amoureux qui fout un beau bordel. Surtout qu'entre nous, Bolin est parfait pour notre protagoniste. Il est adorable, l'invite au resto, les 2 s'entendent super bien.
Mais non, elle préfère l'autre bad boy nonchalant. En plus, dans la même période, s'enchaînent leurs combats les plus importants, et forcément, leur cohésion en prend un coup. Alors après quelques matchs, Korra craque et avoue ses sentiments à Mako. À la surprise générale, le jeune homme semble éprouver des sentiments à la fois pour Asami et pour notre héroïne. Et il n'en fallait pas plus pour Korra. Petite précision, elle savait très bien qu'il était en couple. Pauvre Asami. Et pauvre Bolin, qui était juste derrière et a assisté à toute la scène. Il s'enfuit alors en pleurant, le cœur brisé. Vous deux, je vous déteste. Les trois personnages ont ensuite une discussion et décident que leurs problèmes amoureux ne doivent pas empiéter sur le tournoi. Bolin renonce alors à ses sentiments, et les Furets de Feu arrivent en finale. Malheureusement, même s'ils ont retrouvé leur cohésion, ça ne suffit pas pour gagner ce dernier combat. Ils perdent le combat face à des adversaires qui ont payé les arbitres. Mais il y a une justice, parce que ces tricheurs n'ont pas le temps de célébrer, car les égalitaristes débarquent et neutralisent tous les gardes du stade. Amon fait alors un discours pour dire que gna gna gna, je prépare une révolution. Oui, il s'est ramené juste pour mettre son coup de pression à tout le monde avant de s'enfuir sans que nos protagonistes n'aient rien pu faire. Pour se reposer après cette double humiliation, Asami, qui n'est d'ailleurs pas au courant que son mec l'a trompé, invite toute l'équipe dans l'immense palace de son père. Korra s'y balade et se rend par hasard devant le bureau de l'industriel. Elle le surprend alors au téléphone avec Amon. C'est en fait lui qui fabrique les armes des égalitaristes. Asami ne veut d'abord pas croire que son père l'a trahi, mais elle est forcée de le constater quand elle tombe sur le fameux équipement militaire. Elle est bouleversée et décide de joindre ses forces à l'équipe de l'Avatar. L'usine secrète se trouve en dessous de son palais, alors Korra s'empresse de regrouper ses amis et la police pour mener une attaque. Et grâce à l'aide de Tenzin et de Beifong, la fabrique est finalement démantelée. Mais ce n'est pas pour autant que le calme est revenu en ville, car Tarlok prend sa mission d'arrêter Amon un peu trop à cœur. Il installe une sorte de régime autoritaire où les non-maîtres sont surveillés et sont soumis à un couvre-feu. Notre protagoniste ne laisse évidemment pas passer, et un combat éclate avec le conseiller. Mais ce que Korra n'avait pas prévu, c'est que Tarlok maîtrise le sang, une technique illégale qui, comme son nom l'indique, permet de contrôler les gens de l'intérieur. Du coup, elle se prend une raclée. Korra est finalement kidnappée et emmenée dans une base secrète. Heureusement, le lendemain, l'assistante de Tarlok, qui ne peut plus supporter ses agissements, décide de le balancer devant tout le conseil. Mais il réussit à s'enfuir en utilisant la maîtrise du sang qui, entre nous, est un pouvoir complètement pété. Coup de chance, ce nulos se fait piéger et capturer par Amon en rentrant dans sa base secrète, qui lui supprime son pouvoir. Korra en profite pour s'échapper de sa boîte et s'enfuir. Vous l'avez compris, les tensions dans la cité sont de plus en plus palpables et très vite, la situation dégénère. Les égalitaristes mènent des assauts dans toute la ville et kidnappent les conseillers un à un. Seul Tenzin s'en sort. Le temple de l'air est lui aussi attaqué et courageusement protégé par Korra, Beifong et les enfants de Tenzin. Bon, par contre, ok, ils sont stylés, mais je crois bien que son gosse a quand même un petit pet au casque. Malheureusement, leur défense ne tient pas et tous nos protagonistes sont forcés de s'enfuir et de se cacher. La ville tombe donc entre les mains des égalitaristes et Amon retire les pouvoirs de tous les maîtres un à un. Le général des Nations Unies, une organisation chargée de maintenir la paix dans le monde, arrive en renfort pour sauver la ville. Mais le dictateur était préparé et détruit ses navires avec des avions de guerre. De leur côté, Korra et Mako s'introduisent dans le temple de l'air et découvrent Tarlok emprisonné, qui leur annonce une surprenante nouvelle. Il est en fait le frère d'Amon, de son vrai nom Noatak. Ils ont été forcés par leur père à devenir des maîtres du sang et à le venger de l'Avatar qui l'a fait emprisonner par le passé. On apprend aussi que les facultés de suppression d'Amon viennent en fait de son pouvoir du sang qu'il a perfectionné au plus haut point. Avec ces infos, notre petit groupe se dit qu'il a plus de chances de vaincre cet adversaire. Et il décide d'attaquer. L'équipe débarque alors au beau milieu d'un meeting d'Amon, et puis l'ultime combat commence. Le commandant des Nations Unies parvient à détruire les avions de guerre des égalitaristes, Asami prend sa revanche sur son père, et un combat en face à face entre Korra et l'antagoniste commence. Korra est complètement écrasée par la puissance du sang, et après un duel acharné, Amon lui retire ses pouvoirs. Mais il y en a un qu'elle ne maîtrise pas encore, celui de l'air. Alors quand elle voit Mako sur le point de se faire retirer sa maîtrise, sa rage prend le dessus. Elle ne contrôle plus rien et laisse aller ses sentiments. Notre avatar s'éveille enfin à cet élément et parvient à battre Amon avec le pouvoir du vent. Étonnamment, cette défaite fait prendre conscience au gourou qu'il était dans l'erreur. Il se rend compte qu'en voulant faire ce qui lui semblait juste, il a perdu la plupart de ses valeurs. Le gourou retourne alors s'excuser auprès de son frère, et pour échapper à leur sentence, ils décident de s'enfuir tous les deux. Sur le trajet, Tarlok comprend qu'ils sont tous deux les méchants de l'histoire. Ils étaient aveuglés par leur envie de faire le bien, au point où ils ne voyaient plus le mal qu'ils faisaient pour y arriver. Maintenant, il a ouvert les yeux et il prend pleinement conscience de leur faute. C'est pourquoi, dans un ultime geste de rédemption...
Ouais, triste histoire. La cité de la République est enfin libérée, et Korra va voir la meilleure guérisseuse au monde pour essayer de récupérer ses pouvoirs, Katara. Mais rien à faire, elle ne maîtrise plus que l'air. Et alors qu'elle est au fond du gouffre, quelqu'un se révèle derrière elle. C'est Aang, enfin plutôt son esprit. Korra a réussi à se connecter à son énergie spirituelle et débloque enfin l'état d'avatar, ce qui lui permet de rendre leur maîtrise à ceux qui l'ont perdu. Ah, et Mako et elle se mettent aussi en couple et s'embrassent pour la deuxième fois, alors qu'il est censé être toujours en couple avec Asami. Donc oui, la saison se finit sur une énième tromperie. Korra a maintenant besoin de repos, alors elle retourne chez elle dans la tribu de l'eau du Sud pour le festival annuel des esprits. Unalaq, le chef de la tribu de l'eau du Nord, est aussi là. C'est l'oncle de Korra qui ne s'entend pas très bien avec son frère, le père de l'avatar. Le gars a aussi ramené ses deux gosses un peu chelous et malheureusement, Bolin a un énorme coup de cœur pour la fille. Je dis malheureusement parce que, il devient littéralement son esclave. Il essaye de la quitter presque à chaque épisode, mais la meuf veut juste pas lâcher le poulet. Bref, revenons à nos histoires. Le chef du Nord trouve que ce festival est une honte pour les esprits, qui ne sont plus du tout respectés. Et il a pas complètement tort, parce que dès la nuit tombée, une entité des ténèbres attaque et c'est le seul qui parvient à le calmer. Unalaq convainc alors Korra de devenir son nouvel instructeur spirituel et lui demande de le suivre à la tribu de l'eau du Nord. Mais son vrai visage se révèle le lendemain lorsque son armée arrive et envahit la tribu de l'eau du Sud. Il fait d'abord croire que son objectif est d'unir les pôles en ouvrant les deux portails qui s'y trouvent. Il convainc alors Korra d'ouvrir le premier, celui du Sud. Sauf que sa réelle ambition est de gouverner les deux tribus et le monde, comme tout bon méchant qui se respecte. L'équipe de Korra compte bien se battre. Avec l'aide d'un riche industriel nommé Varrick, il retourne à la cité de la République pour demander du soutien. Le problème, c'est que l'endroit n'est plus dirigé par le conseil, mais par un président qui refuse de les aider. Varrick a alors une idée, faire de Bolin un acteur célèbre dans une série où Unalaq est le grand méchant pour convaincre les foules et le président d'aider la tribu de l'eau du Sud. Puis il aide Asami à reprendre l'entreprise de son père, et comme si c'était pas assez le bordel, en parallèle, le couple de Korra et Mako, il n'existe plus. En fait, c'est parce que le jeune homme a obtenu un travail d'officier de police. Il est donc forcé de prendre le parti du président en refusant d'aider l'avatar. Du coup, ouais, il y a eu embrouille. Et devinez quoi ? Il se remet en couple avec Asami un jour plus tard. Sérieux, on est d'accord que tu penses pas qu'avec la tête, toi non. Mais on peut quand même lui accorder qu'il ne sert pas à rien, parce que Mako se met à enquêter sur un attentat qui visait l'entreprise d'Asami, et il découvre que les explosifs sont fabriqués par Varrick. Décidément, tous les riches industriels sont des traîtres dans cette série. Son but est d'alimenter la guerre et d'éliminer ses concurrents commerciaux pour s'enrichir. Mais il est finalement pris la main dans le sac et arrêté par la commandante Beifong. Korra non plus ne reste pas les bras croisés. Elle décide que si personne ne veut l'aider, alors elle ira combattre Unalaq toute seule. Mais sur le chemin, elle se fait engloutir par un immense esprit des ténèbres. Elle ne se réveille que le lendemain, échouée sur une île et à moitié amnésique. Korra est alors recueillie par des sages qui lui révèlent les origines de l'avatar ainsi que l'existence de Rava et Vatou. Mais elle y apprend quelque chose de beaucoup plus grave. Une convergence harmonique arrivera très bientôt, et Unalaq compte en profiter pour ouvrir le deuxième portail des esprits, libérant ainsi l'esprit du chaos, lui permettant de dominer le monde. Pour empêcher que ça arrive, Korra rentre à la cité et cherche un moyen d'entrer dans le monde des esprits pour fermer le passage une bonne fois pour toutes. Par chance, elle tombe sur Jinora, la fille de Tenzin. Et en plus de parfaitement maîtriser l'air, cette dernière a un don pour communiquer avec le monde spirituel. Grâce à ça, les deux filles parviennent à y rentrer ensemble. Sur le chemin, Korra tombe sur Hiro, l'oncle de Zuko. À la fin de sa vie, il a décidé d'abandonner son corps pour vivre éternellement dans ce monde. Mais alors que notre protagoniste discute avec lui, Jinora est capturée par Unalaq, qui a réussi à entrer dans ce monde en passant par le portail du Sud. Il s'en sert ensuite pour faire chanter Korra dans le but de lui faire ouvrir le deuxième portail spirituel. Au final, l'avatar parvient à s'enfuir sur le dos d'un esprit, mais le mec garde malheureusement Jinora captive. En apprenant la situation, Tenzin est détruit d'avoir perdu sa fille, le monde est clairement mal barré, et par-dessus tout, Korra a oublié sa rupture avec Mako lorsqu'elle s'est faite engloutir par l'esprit, ce qui donne une situation plutôt gênante. J'ai envie de vous dire qu'on commence à avoir l'habitude. Bref, tout ça c'est bien, mais maintenant, il faut arrêter Unalaq. Toute l'équipe de l'Avatar se réunit et se rend donc au dernier portail. Mais ils arrivent trop tard. C'est déjà la convergence harmonique et Vatou est libéré de sa prison. Korra affronte alors le gigantesque esprit, mais Unalaq fusionne avec lui et devient une sorte d'avatar maléfique. Notre protagoniste est complètement écrasé par son adversaire. Unalaq parvient à en extraire le fragment de Rava qui est en elle et à le frapper directement, effaçant ainsi les vies passées de l'avatar jusqu'à supprimer le cycle tout entier. Il se transforme ensuite en un monstre spirituel géant et attaque la cité de la République. Korra cherche alors une solution dans le monde des esprits. Elle médite sous un arbre ancestral et devient elle-même un esprit géant. Ouais, je suis d'accord, ça part un peu en couille. Les deux colosses s'affrontent dans le port de la cité, et Korra parvient à sauver un fragment de Rava et à détruire Unalaq.
L'avatar renaît, mais les souvenirs de toutes ses vies antérieures sont définitivement perdus. Korra s'apprête à refermer les portails spirituels, puis elle se dit que finalement, les humains et les esprits pourraient vivre en harmonie une bonne fois pour toutes. Alors elle les laisse ouverts, en sachant que rien ne sera plus jamais pareil. Les jours passent, et les esprits font désormais partie intégrante du monde physique, ce qui en soi est une bonne nouvelle, sauf quand ils spawnent en plein milieu d'une ville, ou quand ils font apparaître des racines un peu partout. Mais il y a un effet secondaire encore plus inattendu. Plein de personnes ordinaires ont soudainement la capacité de maîtriser l'air, dont Bumi, le frère de Tenzin. Au départ, ces maîtres n'étaient que 5, mais l'ouverture des portails spirituels est en train de rééquilibrer la balance pour qu'ils soient aussi nombreux que les détenteurs des autres éléments. En gros, s'il y avait 100 000 personnes qui contrôlent le feu, l'eau et la terre, bah ils deviennent autant à avoir des pouvoirs de l'air. L'équipe de l'Avatar va alors parcourir le monde pour retrouver ses nouveaux maîtres de l'air. Tenzin, lui, est surexcité à l'idée de reconstruire la nation de l'air. Mais il se rend vite compte que la plupart de ses nouveaux maîtres n'ont pas du tout l'âme de moine. Il trouve tout de même une recrue prometteuse. Un jeune orphelin nommé Kai qui a récemment reçu le pouvoir du vent. C'est un petit voleur et un arnaqueur au début, mais il finit par devenir un membre à part entière de l'équipe. Cependant, parmi les nouveaux maîtres, il n'y a pas que des gentils. On fait donc la rencontre d'un nouveau protagoniste, Zahir. Il était enfermé dans une prison secrète en haut d'une montagne depuis des années et parvient finalement à s'échapper grâce à son nouveau pouvoir. Il entreprend ensuite de libérer ses anciens partenaires de crime, tous plus puissants les uns que les autres. D'abord Ghazan, qui contrôle la lave, une évolution de l'élément de la terre. Ce qui est un peu bizarre vu que c'est littéralement du feu sous forme liquide. Ça devrait pas être un dérivé du feu ou de la flotte, normalement. Puis il y a Mingua, une maître de l'eau amputée qui utilise son pouvoir pour remplacer ses bras. Et enfin, Peli, qui grâce à ses facultés de feu est capable de déclencher des explosions rien que par la pensée. Zuko, qui est toujours seigneur de sa nation, ainsi que le père de Korra, décident de s'allier pour tenter de les arrêter. Mais rien à faire, ces criminels sont beaucoup trop puissants. Et pendant ce temps, l'équipe de l'Avatar ne se doute de rien. Elle continue simplement son périple à travers le monde. Ils se rendent d'abord à Ba Sing Se, où ils libèrent des maîtres de l'air qui sont sous le contrôle d'une reine dictatrice, avant de les recruter pour former la nouvelle nation de l'air. La prochaine étape de leur voyage est la cité du métal, Zaofu. Elle est dirigée par Suyin Beifong, oui, la sœur de Lin pour ceux qui suivent. Et il se trouve que sa fille, Opal, est récemment devenue une maître de l'air. Bolin tombe directement sous le charme de Opal. Et tu changes de meuf tous les jours ou quoi? C'est vraiment pas le frère de Mako pour rien. Bon, par contre, on comprend que Suyin et Lin ne s'entendent pas du tout. Elles se détestent depuis l'enfance et ça rend l'ambiance carrément horrible. J'ai comme l'impression que Lin est contrariée par quelque chose. Mais après une petite thérapie et un bon combat, Lin finit par accepter ses torts et se réconcilier avec sa frangine. Puis Suyin enseigne la maîtrise du métal à Korra qui apprend assez vite. Bolin essaye lui aussi, mais il n'y arrive pas du tout. Après, au moins, il se met en couple avec Opal. Il a pas tout perdu. Quelques jours passent et l'équipe de Zahir s'infiltre à la cité du métal grâce aux conseillers de la reine qu'ils ont corrompus. Leur but est de tuer Korra et mettre fin à la lignée des avatars qui les empêche perpétuellement d'accomplir leur objectif d'assassinat des dirigeants du monde. Une énorme bataille éclate alors, mais ils ne parviennent pas à la capturer et s'enfuient donc comme des lâches. Notre protagoniste apprend que Zahir et ses compagnons font en fait partie du Lotus Rouge, une organisation opposée au Lotus Blanc qui prône un monde sans dirigeant avec une liberté totale. En gros, l'anarchie. Le Lotus Rouge commence donc par éliminer la reine de Ba Sing Se et évidemment, une révolution anarchiste éclate dans tout le royaume. Puis il kidnappe ensuite les nouveaux maîtres de l'air pour faire chanter Korra, la capturer et tenter de la tuer avec un poison mortel. Mais comment dire les gars, vous l'avez peut-être un peu sous-estimé. Une fois entrée dans l'état d'avatar, Korra devient incroyablement puissante. Elle parvient à s'échapper et à affronter Zahir dans un combat aérien. Mais le poison l'affaiblit énormément. Tous les maîtres de l'air ont été libérés par le reste de l'équipe et lui viennent alors en aide en créant une gigantesque tornade, inversant la situation et permettant à Korra de gagner le combat. Les autres membres du Lotus Rouge sont aussi neutralisés, notamment grâce à Bolin qui découvre qu'il est finalement lui aussi un maître de la lave. Ouais, le métal c'était juste pas assez bien pour lui. Le monde est sauvé. En récompense pour ses efforts, Jinora se voit enfin attribuer des tatouages de maître de l'air, gage d'une grande sagesse. Et oui, elle nous rappelle à tous un jeune garçon qui était autrefois le dernier à contrôler cet élément. De son côté, Korra a de terribles séquelles du dernier combat. Même en retirant le poison de son corps, elle est en fauteuil roulant et ne pourra plus combattre pendant plusieurs années. Oui, vous m'avez bien entendu. 3 ans se sont écoulés entre la 3e et la dernière saison de la série. Et pour être honnête, il s'est passé pas mal de trucs pendant tout ce temps. Les nouveaux maîtres de l'air s'occupent maintenant de rétablir l'ordre. En gros, ils font le travail de Korra tant qu'elle est en convalescence. Asami est devenue l'industrielle la plus influente des nations, notamment en construisant un train qui relie la cité de la République au royaume de la Terre. Mako, lui, est le protecteur du futur roi de Ba Sing Se. Bolin et Varrick, qui est tout juste sorti de prison, sont eux sous les ordres de Kuvira. Et qui est cette Kuvira? Pour la faire courte, c'est une dirigeante de la cité du métal qui s'occupe de réparer les dégâts causés par l'anarchie à Ba Sing Se. Elle aide les villages affamés, apporte un soutien
soutient armé et construit des infrastructures pour aider les plus démunis. Elle est plutôt cool, non? Et ben en fait, pas du tout. Si elle aide les territoires du royaume de la Terre, c'est pour les soumettre et prendre le pouvoir. Donc lors du couronnement du roi de Ba Sing Se, elle s'oppose et déclare prendre la tête du royaume, sous le nom de Grande Unificatrice. Vous l'aurez compris, c'est la toute dernière antagoniste de la série. Le problème, c'est que l'avatar est porté disparu. Korra a passé un long moment à se remettre de ses blessures au pôle sud, puis pour tourner la page, elle est partie voyager seule à travers le monde pour se retrouver. Elle est hantée par une vision d'elle-même affaiblie. Heureusement, elle finit par croiser la route de Toph. Oui, la même Toph qu'à l'époque de Aang, sauf qu'elle est maintenant très âgée et vit isolée dans un marais. J'arrive pas à le croire. Toph? Contente de te revoir, tête de flèche. Après avoir aidé Korra à retrouver son énergie spirituelle et à surmonter ses traumatismes, notre avatar est enfin prête à retourner au combat. Et ça tombe bien, car on n'a jamais autant eu besoin d'elle. L'armée de Kuvira essaye en fait de prendre le contrôle de la cité du métal. Notre protagoniste intervient alors et la défie en duel pour décider du sort de la cité. Mais Korra n'est pas encore totalement remise, et Kuvira la démolit complètement. Ce moment est un électrochoc pour Bolin, qui réalise qu'il suit aveuglément les ordres de la mauvaise personne. Il a délaissé son frère et sa copine pour aller dans le camp ennemi. Varrick, qui travaillait sur une arme à base d'énergie spirituelle, en arrive à la même conclusion. Alors les deux amis décident de s'enfuir et de retourner à la Cité de la République pour la prévenir du danger. Malheureusement, les Nations Unies ne veulent pas entamer une guerre incertaine, et Opal est au fond du gouffre car sa famille est retenue prisonnière par Kuvira. Peu à peu, la tristesse de la jeune fille se transforme en colère et elle décide de rompre avec Bolin car elle lui en veut trop d'avoir travaillé pour l'envahisseuse. Mais il est prêt à tout pour la reconquérir, et part en mission secrète avec elle et une petite équipe pour sauver tout le monde. Après des efforts acharnés, ils arrivent à sortir la famille de Opal des griffes de Kuvira, et nos deux amoureux se remettent finalement ensemble. Mais l'heure n'est pas aux retrouvailles, car la Grande Unificatrice a repris les recherches de Varrick et a finalisé un super canon spirituel. Et sérieux, elle a pété un câble ou quoi? Regardez le robot qu'elle a construit pour transporter cette nouvelle arme. Apparemment dans un méca soldat géant. Et elle va s'en servir pour son prochain objectif, prendre le contrôle de la Cité de la République, car selon elle, ce domaine appartenait au royaume de la Terre et lui revient de droit. L'antagoniste envoie donc son armée à l'assaut, et malgré les efforts de toute l'équipe de l'Avatar et du soutien de la Nation du Feu, le robot balaie tout. Alors, une décision est prise. Les trois plus grands cerveaux se réunissent pour mettre un terme à cette histoire. Varrick, Asami et le père de cette dernière qu'ils ont fait sortir de prison pour l'occasion. Ensemble, ils parviennent à griller les systèmes des automates ennemis, puis à fabriquer des armures volantes équipées de lasers capables de découper le giga robot. Ouais, ils travaillent efficacement. Malheureusement, le père d'Asami est contraint de se sacrifier pour créer une brèche dans le robot de Kuvira. Au revoir, Asami. Je t'aime. La jeune fille est bouleversée, elle qui avait enfin réussi à lui pardonner pour sa trahison. Mais pas le temps de pleurer, l'équipe de l'Avatar infiltre le robot, détruit son réacteur et neutralise Kuvira une bonne fois pour toutes. Enfin, pas totalement. Notre antagoniste s'échappe dans des lianes au centre de la ville et parvient encore à activer son super canon, et cette fois, à bout portant sur Korra. La décharge spirituelle est si intense qu'un nouveau portail spirituel s'ouvre carrément en plein milieu de la ville. Korra et Kuvira se retrouvent alors dans le monde des esprits. L'antagoniste blessée admet qu'elle s'est toujours battue pour ce qu'elle croyait juste. Elle voulait simplement créer un lieu où son peuple ne serait plus vulnérable. Mais maintenant, elle se rend compte qu'elle est allée trop loin et qu'elle est devenue la méchante de l'histoire. Kuvira accepte alors son sort et décide de se rendre pour mettre fin à la guerre. Tout semble finalement s'apaiser. Le monde est en paix, esprits et humains sont en harmonie, et tous nos personnages se réunissent pour la dernière fois au mariage de Varrick et de son assistante. Et si vous voulez mon avis, je crois que Mako a tellement fait nimp avec Korra et Asami qu'elles en ont eu marre des garçons, parce qu'au dernier instant de la série, elles décident de partir seules en vacances dans le monde des esprits. Elles se tiennent alors la main en se regardant, montrant que leur amitié s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus profond. La série se termine sur l'harmonie de deux êtres et celui entre les 4 royaumes élémentaires. Pour une fois depuis très longtemps, la paix semble stable. Enfin, jusqu'au prochain cycle.